Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Les discours écologistes sont souvent critiqués pour leur virulence, pour leur ton morne et défaitiste. Au-delà de la forme, les écolos remettraient en cause les libertés individuelles promues par la société de consommation. Incapables de proposer un avenir désirable, les écolos eux-mêmes et elles-mêmes seraient donc dépourvus d'humour et de légèreté ? L'humoriste Swan Périssé fait un pied de nez à ce mythe de l'écolo rabat-joie. Dans Y a plus de saison, son dernier spectacle, elle déploie toute son énergie pour faire rire son public sur les questions de fin du monde et de fin du mois, et pour élargir un peu plus le camp de l'écologie. En effet, les gens qui sont déjà écolos, je me dis si déjà eux je les atteins, si ça les touche, les permet de rigoler, d'avoir du courage, de se serrer les coudes pour devenir de plus en plus militants, c'est super. Et si j'arrive à toucher d'autres gens en faisant rigoler, en se disant cette meuf elle est marrante, je vais écouter son humour, puis ça va être une porte pour apprendre plein de choses, quoi. Cet épisode parle de colère, de rire et d'art militant. Bonjour Swan Périssé. Bonjour. On est ravis de te recevoir à la recyclerie. C'est un plaisir. Tu connais les lieux, il me semble ? Oui, j'ai vécu à Porte de Clignancourt les années où la recyclerie telle qu'elle existe aujourd'hui s'est lancée. Ouais. Donc c'était trop bien, c'était le nouvel endroit, je pense pas que vous aimiez que je dise ça, mais le nouvel endroit bobo à la mode et tout. Donc je suis venue au moins une quinzaine de fois. Quinzaine de fois. Super. Bienvenue à la maison. Merci. Donc tu es une humoriste écolo. Et pourtant, les écolos sont souvent vus comme des gens pas drôles, pas toujours drôles en tout cas. Est-ce que c'est compliqué pour toi de lier ces deux facettes, humour et écologie, ou c'est assez naturel ? Alors c'est pas naturel parce que de toute façon la comédie elle devient naturelle au fur et à mesure des années de travail pour apprendre à faire des choses drôles sur n'importe quel sujet. Donc c'est pas naturel, mais par contre c'est devenu indispensable pour moi. Parce que moi mon métier principal c'est de créer de la comédie, de créer de l'attention puis du soulagement, de pointer du doigt des choses absurdes dans la société en faisant éclater de rire parce que tout le monde se rend compte qu'on croit que c'est normal, en fait c'est complètement absurde. Et il y a un deuxième sujet qui m'obsède, c'est l'écologie, le futur de l'humanité, comment notre civilisation va essayer de survivre à ce qui arrive, comment on va créer des nouveaux systèmes, etc. Donc pour moi, c'est indispensable. Donc à partir du moment où dans ma création artistique, il y a un truc indispensable que je peux pas éviter, je me mets au travail, quoi. Voilà, puisque c'est comme s'il y avait un petit gnome qui venait tout le temps taper à l'arrière de ma tête en disant il faut y aller. Donc je trouve pas ça difficile parce que je me force pas, quoi. Donc c'est mon flux de créativité qui va dans ce sens-là. En revanche, c'est vrai que c'est plus de travail parce que en général, pour faire de l'humour sur un sujet, il faut avoir une petite maîtrise. En tout cas, quand t'es sérieux, hein, il y a plein d'humoristes, notamment plein d'humoristes d'hommes qui se moquent, par exemple, des femmes sans prendre en compte le patriarcat, etc. Donc il y a plein d'humoristes flemmards qui font du mauvais travail. Mais quand t'es un bon humoriste, en général, tu te renseignes un peu pour pouvoir dire des choses assez justes, quoi, assez pertinentes sur les sujets que tu traites. Donc plus de travail, mais est-ce qu'en même temps, tu penses qu'on a besoin de déconstruire en fait le fait que l'écologie c'est forcément chiant, c'est forcément contraignant, et qu'il faut justement aller vers une forme de joie avec ces sujets-là? Tu le vois comme ça? Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que ce qu'il faut déconstruire, c'est pas tant ce qu'on pense des écolos, mais ce qu'on pense de notre société actuelle. Les écolos, on le voit dans les résultats des élections en général. La majorité des personnes ne comprennent pas ce que c'est que l'écologie. Enfin, voilà. Et donc, déjà, quand tu déconstruis notre système actuel comme il est, et que tu montres qu'il y a d'autres alternatives, que tu inventes des nouvelles vies, que tu dis, imagine, on pourrait vivre comme ci, ça, c'est matière à comédie. Tu vas dire, imagine, tous les matins, on se réveille, on vit tous ensemble. Imagine, on doit, partager une voiture à 10 personnes. Imagine, les villes sont piétonnes. Imagine, tout le monde a un vélo électrique, c'est beaucoup plus pratique. Les routes sont silencieuses et on peut circuler d'une ville à l'autre sans problème avec des bolides. Enfin, tu vois, je sais que c'est pas très drôle comme ça, mais il y a des potentiels de réinventer. Donc moi, mon but, c'est pas de montrer spécialement que ce qu'on pense des écolos, c'est pas vrai, et les écolos sont très rigolos. Mon but, c'est d'être rigolote, tu vois. Oui, de toute façon, des nouveaux récits se créent avec les nouveaux modes de vie, et puis l'humour suit, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'étais en gare de Angers-Saint-Lô ce matin, et j'ai tendu mon micro à quelques voyageurs. Je leur ai posé la question, est-ce que vous trouvez que les écolos sont des gens drôles ? Voilà ce qu'ils ont répondu. Ouh, ça va être terrible.
Ils peuvent être très militants en considérant que ça suffit de faire toujours business as usual, le fric. Poétique. Drôle, je ne dirais pas, mais poétique, oui. Drôle. On fait passer des choses par l'humour. Après, vu la gravité de la situation, justement, je pense pas que l'humour soit une solution. C'est comme si pour résoudre une guerre, on pourrait résoudre une guerre par l'humour. Non, je pense que c'est plutôt une prise de conscience sérieuse qu'il faut que les gens aient. Toi, tu me disais que tu étais déjà allé voir Swan Périssé en stand-up. T'en as pensé quoi ? C'était très bien, c'était très très drôle. Mais juste pour revenir sur la question de l'écologie, en vrai je pense qu'il y a un peu des nouveaux écolos entre guillemets qui commencent à utiliser l'humour pour dénoncer ce qui se passe. Et je trouve que c'est quand même un moyen qui est assez utile parce que ça permet donc déjà de toucher des gens qui sont déjà sensibilisés en appuyant sur le fait que justement il faut continuer les efforts. Et ensuite je trouve que ça touche un peu un autre public parce que par exemple sur les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose qui attire et qui attrape l'humour. Donc c'est quand même assez positif de le faire comme ça. Sur le spectacle de Swan en particulier, est-ce que ces blagues sur l'écologie, parce qu'elle en fait quelques-unes, t'ont fait rire ? D'après mes souvenirs, parce qu'il y a un peu de temps déjà, ses premiers stand-up, son spectacle n'était même pas encore monté. Mais ça m'avait fait beaucoup rire. Je m'en souviens, elle avait fait une super blague sur son ex. Je crois que c'est ça qui m'avait surtout marqué. À première vue, les écolos, des gens militants, des gens peut-être poétiques, mais on sent que voilà, ça coince un peu quand on essaye de faire discuter ces deux sujets. Et puis cette personne qui connaissait ton travail, qui s'est surtout marrée sur une blague en lien avec ton ex. Après, si elle a vu mon rodage, c'était un peu tout et n'importe quoi. Quand tu écris un spectacle de stand-up, au début, tu t'explores plein de vannes dans tous les sens et tout. Donc, je pense que j'avais pas encore défini le sujet de mon spectacle, qui est maintenant la colère. Donc, mes blagues sur l'écologie, elles sont surtout sur les réseaux sociaux et en podcast. Dans mon podcast, il y a plus de saison. En fait, mon but, c'est de faire des blagues avec des sujets qui m'obsèdent ou des sujets sociétaux. Et pour moi, mon obsession, c'est l'écologie. Donc, je me dis pas, je vais rendre les écolos drôles. Je me dis, on est quand même tous en train de foncer dans le mur et d'y aller joyeusement. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Vraiment, pour moi, le propre des artistes, c'est de sortir et de peindre leur point de vue, quoi. Différemment, quoi. Mais peut-être que justement tu contribues à amener un autre discours, une autre manière d'amener certains sujets. C'est un peu ça aussi qu'on ressent dans ces réponses et notamment la dernière réponse. Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, je suis ravie. Je suis ravie d'amener un peu de fraîcheur et de faire marrer les gens dans l'écologie. En effet, les gens qui sont déjà écolos, je me dis si déjà eux je les atteins, si ça les touche, les permet de rigoler, d'avoir du courage, de se serrer les coudes pour devenir de plus en plus militant, c'est super. Et si j'arrive à toucher d'autres gens en faisant rigoler, c'est plutôt ça mon objectif. C'est plutôt de faire rigoler des gens qui sont pas du tout convaincus en se disant cette meuf elle est marrante, je vais écouter son humour, puis ça va être une porte pour apprendre plein de choses, quoi. Swan Périssé, en 2020, tu as lancé la chaîne YouTube Vers chez vous. Donc là, tu as choisi clairement d'expérimenter l'écologie au quotidien, à travers par exemple la création de mares, de toilettes sèches, ce genre de choses. Là, tu as eu besoin de sortir un peu de ton univers pour te confronter à la vraie vie d'écolo, si j'ose dire. Comment tu as vécu les choses ? Alors, en 2020, je me suis dit, je vais appliquer tout ce qui est possible et imaginable comme petit geste individuel à mon quotidien. Ouais. Donc moi, pour te dire, je savais même pas, et encore aujourd'hui, je sais pas si je le sais en détail, mais je savais même pas comment les poules faisaient des œufs, par exemple. Je savais pas comment les poules faisaient des œufs. Je savais pas comment on faisait un compost et comment c'est possible de mettre quelque chose dans une poubelle et puis ça se transforme en terre quelques mois plus tard. Ce qui me paraît aujourd'hui comme une évidence, mais à l'époque, je m'étais jamais posé la question, en fait. J'ai grandi à Paris, dans des petits appartements, j'ai une vie très citadine. Là, comme tu me parles, j'ai des faux ongles, donc je me sens pas prête à manier la scie d'ici une demi-heure, quoi. Mais je me suis dit, je vais apprendre des trucs basiques, quoi. Construire un petit meuble, faire son compost, combien de litres on utilise d'eau par jour et comment on peut en utiliser moins, etc. Et j'ai découvert une vie beaucoup plus minimaliste parce que j'ai vécu dans une petite caravane qui appartenait à mon grand-père, ce qui est pas du tout écolo parce que tu tires 600 kilos avec un diesel en général, hein. Mais donc comme quoi le bilan carbone, il est pas que dans les petits gestes trop mignons que tu peux faire à la maison.
Mais au-delà des petits gestes, j'ai l'impression que ça a été une réelle expérience de vie, des rencontres surtout qui t'ont nourri. Des rencontres, des expériences de vie, puis surtout l'expérimenter dans son corps, quoi. Ouais. Le plaisir de fabriquer ses propres produits ménagers, son propre maquillage, d'apprendre à mieux cuisiner, à mieux acheter aussi. Et donc, c'était super. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur, de paix, de minimalisme. Je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait de superficiel un petit peu dans mon quotidien et dans le quotidien de beaucoup de gens, parce qu'on est tous citadins grignotés par le travail et le burn-out, on va dire. Mais je suis arrivée aux limites de tout ça, où je me suis rendu compte. Alors après, il y a une phrase que Valérie Masson-Delmotte, je pense, martèle, en tout cas c'est le cas de Bon Pote, qui est un grand écolo que vous allez peut-être recevoir ici. Donc Valérie Masson-Delmotte, la climatologue du GIEC. Exactement, qui est l'une des autrices principales des rapports du GIEC. C'est les initiatives individuelles sont indispensables, mais elles sont pas nécessaires tant qu'il n'y a pas les structures qui sont mises en place par les entreprises, les collectivités locales et les États, quoi. Et pour donc autant, c'est cool d'avoir des toilettes sèches, mais si il n'y a pas de politique derrière qui va de pair avec des mouvements citoyens pour qu'il y ait des toilettes sèches à l'échelle d'un quartier. Donc je suis arrivée un petit peu au bout de ces initiatives individuelles, et je me suis rendu compte surtout qu'on avait besoin de temps dans la vie, et qu'on n'a pas ce temps qui est alloué aux tâches domestiques, mais aussi au temps pour soi, à la fabrication de ses propres produits, etc. Pourtant, est-ce que tu dirais que c'était quand même une démarche politique ? Oui, j'ai quitté une vie d'influenceuse. J'étais vraiment dans les tendances YouTube de divertissement, dans les top 10 toutes les semaines. Je faisais vraiment des vidéos drôles, histoire de faire des vidéos drôles. Je gagnais très bien ma vie. Je faisais des partenariats avec plein de marques. Je gagnais plein de sous. Mon entreprise était en plein essor. J'avais un bénéfice grandissant, plein de salariés. Et j'ai choisi de ralentir parce que je voyais que de façon individuelle, j'y trouvais pas du bonheur. Donc oui, si on regarde, en tout cas mon statut, mon changement de statut d'entreprise à ce moment-là, j'ai renoncé aux vues et au contenu qui marche très bien pour aller vers quelque chose d'un peu plus hybride et d'amener les gens à une réflexion. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde avec beaucoup de tendresse à quel point je m'épuisais à essayer d'amener mon savon de Marseille et mon bicarbonate de soude d'une maison à l'autre, alors que j'aurais pu tout simplement militer plus, écouter plus de discours, avoir une réflexion plus globale, un engagement associatif ou quelque chose comme ça. Nos précédents invités, donc Paul Watson et Lamia Essemlali de Sea Shepherd, t'ont posé quelques questions. Je te laisse les écouter. As a medium, do you think that humor en tant que moyen de transmission, est-ce que tu penses que l'humour is an effective way to communicate the problems with environmental issues? Est une façon efficace de communiquer sur les problèmes environnementaux? Bonne question, merci. Lamia? Alors moi je pense que l'humour est vraiment la meilleure façon de communiquer sur des sujets graves. Donc tu réponds directement. Et notamment les questions environnementales, je réponds pour elle. Ma question, ça serait, est-ce qu'il y a parfois des thèmes sur lesquels elle n'arrive pas à trouver le côté drôle, des choses qui la touchent ou qui la perturbent tellement que c'en est trop challengeant de trouver l'aspect humoristique? Pas facile comme question. Non, c'est des super questions. Alors la première question... Je m'aide un peu des invités pour te poser les bonnes questions. Déjà, c'est un honneur d'avoir des questions posées par ces deux personnes incroyables. Je trouve ça trop intéressant en plus que ce soit des gens de Sea Shepherd qui me posent ces questions, parce que eux, c'est des gens très très sérieux, quoi. Et je trouve ça super. Moi, je trouve que nos travaux, sans me mettre à la hauteur de leur militantisme exceptionnel, c'est des gens qui dévouent leur vie à ces combats. Mais bon, c'est toi qui me fais faire ça, mais en gros, sans me mettre à leur hauteur, je trouve que c'est des travaux qui sont complémentaires, quoi. Il faut ça en plus de la comédie, parce que moi, déjà, mes vannes, elles sont basées sur les travaux des chercheurs, des militants, des militantes, de leur vulgarisation, parce qu'il faut que je comprenne ce qu'ils racontent, les enjeux, avant de pouvoir faire des vannes dessus, etc. Donc, la première question, oui, moi, je pense que c'est hyper... c'est un très bon moyen de communiquer sur des questions environnementales, l'humour, et notamment de toucher beaucoup de gens. Je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a 10 ans sur YouTube, ce qui se partageait le mieux, c'était la musique et la comédie. Je sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'avec TikTok qui est arrivé, c'est peut-être d'autres choses, peut-être le sexe et la danse. C'est un peu une phrase de boomer ce que je viens de dire, mais il y a beaucoup d'autres choses, même des choses très visuelles et tout qui rentrent en compte aujourd'hui. Mais pour faire comprendre un sujet, moi j'ai déjà fait des vidéos
qui parlait de pourquoi on voulait que notre banque vote à l'Assemblée générale de Total Energy contre un projet pétrolier entre la Tanzanie. C'est des vidéos qui ont fait 1,5 million de vues. Je pense pas que ça aurait fonctionné si c'était pas drôle, quoi. Et il y a plein de gens qui ensuite ont pris les armes, entre guillemets, qui ont écrit des mails à leur banque en leur disant quoi voter à telle assemblée générale grâce à la comédie. Mais c'est grâce à moi qui ai pu m'appuyer sur le travail des militants. Donc oui, je pense que c'est un super moyen de communiquer. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels j'arrive pas à faire des blagues ? Mais bien sûr, tout le temps. Tout le temps, parfois par manque de temps, par épuisement. C'est beaucoup plus facile de faire des blagues sur mon plan cul qui s'est mal passé hier soir que sur pourquoi on tue encore des animaux ou pourquoi les aires marines protégées sont pas vraiment protégées, quoi. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que je comprenne, il faut que je trouve une métaphore qui parle à tout le monde, même les gens qui s'en foutent des aires marines protégées. Il faut que je réussisse à expliquer que les aires marines protégées sont pas vraiment protégées, qui a menti, où, quand, comment, pourquoi. Mais c'est un travail que les militants font déjà. Donc moi, j'arrive et puis je mâche le truc et j'en fais des vannes. Mais oui, ça m'arrive tout le temps par épuisement, par ultra-sensibilité, par manque de maîtrise d'un sujet. Ça m'arrive tout le temps. Mais je me dis, faire une vanne sur un sujet, c'est moins bien qu'en faire 100 sur 100 sujets, mais c'est déjà mieux que 0. Voilà. Et cette année, tu as lancé le spectacle Il y a plus de saison, qui est une forme de talk show humoristique, je crois que tu l'appelles comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai l'impression qu'avec ce format, quelque part, tu t'es trouvé une sorte de juste milieu entre l'information et le divertissement, où tu arrives justement à passer des messages avec tes invités, et puis derrière, balancer des grosses vannes. Ça marche bien comme format. Qu'est-ce que tu l'as lancé cette année ? Est-ce que tu as déjà quelques retours Ouais, c'est super. Tu as déjà pris un peu de recul par rapport à ça ? Il y a une retombée presse très chouette. En vue, on va pas dire que c'est les vidéos qui fonctionnent le plus sur YouTube, mais entre le podcast et les écoutes, on fait quand même des centaines de milliers de vues et d'écoutes par mois, donc c'est incroyable. Et puis des gens qui viennent, puisqu'il y a 300 ou 500 personnes lors des spectacles, c'est ça ? Exactement, en général on en tourne 2 par mois, donc ça fait quand même 700 personnes qui vivent tous les mois un moment hors du temps, je pense, drôle, émouvant, stressant et surtout instructif. Et oui, moi je me suis dit, je vais prendre toute la pensée de Jancovici et je vais la transformer en comédie, et comme ça les gens ils vont comprendre tout ce qu'il raconte et en même temps ça va être drôle. Et j'étais là genre ok, ça va me prendre 18 ans de travail. Ouais. Au début c'était mon idée, et après je me suis dit non, au lieu de faire ça, je vais plutôt inviter cette personne et moi faire des vannes dessus, faire des vannes sur cette personne, essayer de détendre l'atmosphère quand il et elle disent des choses terribles. Voilà. Et puis typiquement, Jancovici a plutôt bien, il a bien accepté l'exercice. Ouais, et puis en plus, il est assez facile à tacler. Ouais. Je suis trop contente. Mais là, mes derniers invités, c'était très intéressant. Hugo Clément. Moi, j'ai trouvé ça super. On n'a pas forcément les mêmes avis sur tout, mais je trouve ça plutôt excitant d'avoir quelques critiques dans le mouvement écolo, notamment lors de son passage avec Valeurs Actuelles. Exactement, il y a eu beaucoup de critiques pour ça aussi. Et ensuite, il y a eu Salomé Saké. Je vais avoir François Ruffin bientôt. Enfin, moi, je suis trop contente d'avoir ces invités. Je trouve ça trop intéressant de mettre en valeur un peu différemment des gens qui ont des propos écolos très intéressants, mais divers et variés, quoi. Bon, moi, j'adore ce projet. N'hésitez pas à aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube, Swan Périssé. Ouais, on vous le conseille aussi. Et finalement, il y a vraiment, je trouve, une posture journalistique dans cet exercice. Oui, le but, en tout cas, c'était pas de faire... moi, je me positionne pas du tout en tant que journaliste. Je fais primer le divertissement, mais mon but, c'est pas du tout de faire un truc juste rigolo qui met en valeur la beauté et à quel point les personnages peuvent être contradictoires et touchants et rigolos, quoi. Il y a une partie comme ça au début, mais non, c'est de challenger un petit peu leurs pensées sans arrogance, etc. Donc je travaille avec des journalistes, donc au moins je sais que je raconte pas n'importe quoi. Donc quelque part avec ce spectacle, il y a un double défi, puisque si c'est pas drôle, c'est quand même raté, on peut dire. Ouais. Et si c'est pas informatif, c'est aussi raté. Donc tu joues vraiment sur les deux tableaux. Même un triple défi, parce qu'il faut tenir le public, quoi. Il y a un truc de rythme aussi. En tout cas, ça marche très bien en tant que Merci beaucoup. J'adore auditeur, le faire. Ça marche très bien à la fois en podcast et en vidéo. Il y a un thème qui est, ou un mot plutôt, qu'on emploie beaucoup ces derniers temps, c'est l'éco-anxiété. Est-ce que pour toi c'est un bon terme, un bon mot, ou il vaut mieux qu'on aille chercher d'autres énergies plutôt qu'être éco-anxieux, soyons éco-furieux, voilà, aller chercher plus de la rage, de l'envie d'agir. Comment tu vois ça ? Puisque l'anxiété c'est quelque chose qui nous traverse tous avec les mauvaises nouvelles que l'on franchement, moi
j'ai jamais été touchée par ce mot, éco-anxiété. D'accord. Même quand je fais des crises de panique liées au futur de l'écologie, je me suis jamais dit c'est de l'éco-anxiété. Je me suis dit c'est de la vie-anxiété. Je me suis jamais dit parce que c'est débile. Puis je trouve ça. Puis c'est pas de l'anxiété, c'est vraiment une énorme angoisse pour le futur de l'humanité. Pour moi, c'est pas de l'anxiété. Tu vois, c'est pas que je veux mépriser l'anxiété, la lucidité. Mais ouais, voilà, c'est de la lucidité. C'est des questions très sérieuses dont il faut s'emparer, tout comme le conflit israélo-palestinien l'est, comme la guerre en Ukraine l'est. Voilà. Donc moi, vraiment, ce terme, il me parle pas du tout. J'ai été contactée par plusieurs associations ou même des marques qui voulaient que je sois la figure anti-éco-anxiété. Ça me parle pas du tout, vraiment. Voilà, donc oui, ça me stresse le futur de l'humanité, j'ai envie de faire plein de trucs et je trouve ça bien qu'il y ait plein de gens qui soient stressés par ça, quoi. C'est Claire Nouvien, quand je l'ai invité il y a plus de saison, qui a dit il a été prouvé que la peur est 10 fois plus mobilisatrice que les informations positives, peut-être. Ouais, que le reste. Donc, panic button, on y va, on appuie dessus, on y va, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là pour dire à tout le monde non, mais soyez pas stressés, tout va bien se passer, vraiment. Et puis, on peut se marrer des peurs aussi. Ouais, c'est ça, moteur carrément. Pour l'humour. Ouais. Swan Périssé, est-ce que tu aurais des recommandations pour nous en matière de livres, de podcasts, de séries, une idée pour nous amener un peu plus loin encore sur ce terrain de l'humour et de l'écologie, ou peut-être on peut élargir un peu plus les horizons encore sur l'écologie au sens large? Ouais, avec plaisir. En livre, quelque chose que j'ai lu qui était incroyable, c'était le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Et c'est moi, ce que j'ai lu après un petit burn-out des éco-gestes, après avoir fait Vers chez vous pendant plusieurs mois, en plus de faire les vidéos et de gérer toutes les équipes qu'il y avait avec. Et en gros, ça m'a vraiment donné des petites pistes et des indices sur ce qu'on pouvait faire en écologie, au-delà de préparer son gommage pour la peau avec du marc de café. Voilà, où il explique, c'est très scolaire, mais moi j'aime bien qu'on me guide et qu'on me dise tu peux faire ça, ça, ça. Il explique comment on peut faire de la comédie pour sensibiliser les gens, mais aussi comment on peut lutter légalement pour ébranler les systèmes déjà en place, mais aussi comment on peut faire de la désobéissance civile, comment on peut s'impliquer professionnellement dans un métier qui a plus de sens et tout. Donc celui-là m'a très beaucoup efficace, parlé. ce petit bouquin. Ouais. Après, en podcast, il y a Green Letter Club qui est très intéressant, où vraiment tu vas à fond dans un sujet quand tu sais pas ce que c'est qu'un lobby, parce que t'es vite tenté d'être complotiste quand tu te rends compte de l'ampleur de l'arnaque des sociétés humaines, quoi. T'as envie de dire les lobbyistes, c'est n'importe quoi. Puis après, lui, il fait venir une chercheuse qui va t'expliquer ce que c'est qu'un lobby, comment ça marche vraiment. Donc c'est super intéressant. Green Letter Club en podcast, c'est vraiment super. En comédie, en série, en film, il n'y a pas de film qui met... C'est fou, hein, comme ça. Il n'y a pas de... Il y a le film Game Changers qui est très intéressant parce que, en gros, tu vois des grands sportifs qui réalisent des prouesses en devenant vegan, notamment. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne vraiment une autre vision que le cliché qu'on a des véganes comme des gens chiants, pas drôles et faibles, en tout cas qu'on avait dans les années 90. Game Changers, c'est super intéressant. Il y a notamment une équipe de football américain qui devient vegan. Tu vois que des énormes mecs hyper virils, hyper musclés qui mangent vegan matin, midi et soir. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et sinon, de façon générale, je vous parle de ma série préférée parce que ma passion, c'est quand même la comédie, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais ça a à voir avec la sensibilité et le sens de la vie. C'est la comédie british Fleabag. D'accord. La saison 1, c'est sur l'amitié, on va dire, et la culpabilité. Et la saison 2, sur l'amour. Et le besoin d'être aimé, et à quel point c'est important. Et c'est pour moi la meilleure série de comédie qui ait jamais été réalisée. C'est bouleversant, drôle, sensible, voilà. Chouette, merci pour ces recommandations. On voit que vraiment, qu'importe le format, on peut vraiment passer des messages à travers tous les formats. Il faut s'en saisir. Comment tu imagines le monde dans 20 ans ? Dans une perspective plutôt heureuse, ça y est, on a réussi à créer des liens très forts entre nous et à dessiner vraiment, à vivre ce nouveau monde. Moi, j'imagine un futur assez heureux où ce qu'on voit aujourd'hui comme des contraintes chiantes auront été organisées par obligation. Donc j'espère que ça ne sera pas une dictature verte, mais aujourd'hui, il y a des travaux très sérieux, notamment qui sont écrits par Isabelle Delannoy, qui parle d'économie symbiotique. Et en gros, elle raconte que
en fait, une ville où il y aurait une voiture pour 8 personnes, ça serait une ville beaucoup plus agréable dans laquelle on circulerait, où on pourrait avoir des systèmes de covoiturage faisables, etc. Et donc moi, je pense que la société, elle va devenir comme ça. Il y aura un peu plus de collectifs, mais ça sera pas un enfer, parce qu'aujourd'hui, toi et moi, bien sûr, on aimerait bien avoir une voiture partagée avec 8 personnes et que ça serait hyper facile sur Internet de le mettre en place, sauf que toi et moi, on se dit ça sera surtout une galère. Comment on va trouver une assurance à partager à 8 personnes? Si j'ai envie de partir le week-end prochain à la mer, comment ça va être possible, etc. Et elle explique que c'est organisable et surtout, si j'ai bien compris, elle explique qu'on a des choses technologiques qui sont incroyables. Par exemple, Internet, c'est incroyable, mais elles sont utilisées aussi pour plein de trucs dégueulasses. Tout ce qu'il y a de mauvais dans les réseaux sociaux, les rumeurs, le complotisme, etc. La nature est une intelligence incroyable. On peut la mettre au profit de la vie humaine et de la vie de la biodiversité, mais ça peut être aussi terrible, quoi. Les moustiques, les changements climatiques, les catastrophes naturelles. Et la technologie, pareil. Il y a des choses trop bien. Le tracteur en soi, c'est terrible si ça sert à faire la monoculture pour nourrir beaucoup de gens, mais que ça appauvrit les terres. Mais aussi, on sait construire des tracteurs fous, quoi. Donc, si on pouvait prendre toutes ces intelligences de ces 3 domaines, de la technologie, de l'humanité, enfin de la technologie robotique, on va dire, de l'humanité et de la nature, et le mettre au profit d'une nouvelle société. Donc moi, j'imagine des quartiers où on pourrait partager des voitures, où Internet serait au profit du partage, voilà, mais sans rentrer dans des écolieux où notre vie domestique et paysanne prend le dessus sur tout, quoi. Donc on renvoie pour ça aux travaux effectivement d'Isabelle Delannoy et son livre sur l'économie symbiotique, qui est aussi très cité par Cyril Dion. Dernière question pour passer le relais à notre prochain invité, qui est l'éminent anthropologue Philippe Descola. Est-ce que tu aurais une question pour cet invité qui a notamment étudié les peuples premiers en Amazonie, voilà, qui est connu pour son livre Par-delà nature et culture? Oui, avec plaisir. Cher Philippe, cher Philippe Descola, j'espère que vous allez bien. Ma spécialité, c'est de vulgariser des sujets sur l'écologie, et je sais que vous avez plein de connaissances sur la nature, que vous appelez pas vraiment la nature, mais bon. Donc ma question, c'est, Philippe Descola, comment on vulgarise des sujets sur la nature quand on a autant de connaissances que vous? Bon courage, vous avez 3 heures. Super, merci Swan. Tu peux peut-être nous donner les dates de tes prochains spectacles? C'est Calme, c'est ça ton prochain talk show? Excuse-moi, spectacle. Pas de souci. J'ai 2 spectacles. Un spectacle de stand-up sur lequel je suis seule sur scène. Ça parle un petit peu d'écologie, mais ça parle surtout de l'émotion de la colère, qui peut être bien sûr une émotion que vous ressentez si vous êtes frustré par les questions écologiques aujourd'hui. Et donc c'est un spectacle qui s'appelle Calme, que je joue au théâtre Édouard VII tous les mardis et mercredis à partir de septembre 2024 et en tournée dans toute la France. Tout est complet pour l'instant, mais je reprends des dates en janvier 2025. Donc septembre, c'est encore disponible les places en septembre pour Paris, ouais, c'est ça? Exactement. Okay. De septembre à décembre, il y a encore des places à Paris, ouais. Théâtre Édouard VII, c'est un grand théâtre de 700 places. Swan, un grand merci pour ton énergie. C'est un plaisir. Et puis à bientôt à la recyclerie, peut-être un spectacle de stand-up ici une prochaine fois. Avec grand plaisir. Attends, j'ai pas fait la promo de Il y a plus de saison. J'ai oublié. On l'a fait un peu tout du long, mais tu peux continuer. Il n'y a plus de saison, c'est sur les réseaux sociaux, il faut me suivre, voilà, en gros. C'est ça, ta chaîne YouTube Swan Périssé. Ouais, voilà, faut juste suivre un peu sur les réseaux. Sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, où on peut aussi retrouver Radio Recyclerie. À bientôt, Swan. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en ondes les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.